Kurusu était un vierge solitaire dont la seule vie amoureuse était avec sa main droite. Mais tout change quand le gouvernement l'oblige à vivre avec des demi-humains étranges pour une expérience, mais ils veulent tous qu'il les séduise. Un matin, Kurusu se réveille et trouve sa méchante reptilienne, Mia, blottie contre lui. Quand il lui dit de se lever, elle lui demande gentiment de rester 5 minutes de plus pour se réchauffer. Cependant, Kurusu a un petit problème, alors il essaye de partir, mais elle le force à retourner au lit et lui met le visage entre ses seins. Elle l'enveloppe ensuite comme un shawarma pour se réchauffer encore plus, mais Kurusu ne peut pas respirer, alors il la prend pour qu'elle s'arrête. Il s'avère que la queue de Mia est l'endroit le plus sensible de son corps. Après que Kurusu lui montre sa technique, elle se sent faible et le lâche enfin. Maintenant pleinement satisfaite, elle le reprend dans ses bras, et après que sa fontaine éclate, elle l'étouffe si fort que Kurusu finit par s'évanouir. Plus tard, pendant que Kurusu prépare le bain pour Mia, elle lui montre ses seins et lui fait saigner du nez. Alors qu'il essaie de contrôler ses envies, elle entre dans l'eau chaude et lui demande de l'emmener un jour à une source chaude. Elle le tire ensuite dans le bain et dit qu'elle veut vivre une expérience de bain mixte avec lui, mais Kurusu ouvre le robinet d'eau froide pour échapper à son tourment. Il sort alors et se cogne la tête contre l'évier parce qu'il ne peut pas frapper les joues de Mia. Ensuite, alors qu'il prépare le petit déjeuner, il est surpris par la visite soudaine de l'agent Smith, sa coordinatrice d'échange interespèces, qui vient s'assurer que Kurusu ne s'approche pas trop de Mia. Kurusu lui assure qu'il ne fera pas ça, alors Smith lui rappelle que violer le traité humain-monstre entraînera son arrestation et Mia sera envoyée sur l'île d'Epstein en punition. Elle taquine ensuite Kurusu en lui rappelant que Mia a un beau corps et il a dû penser à la séduire au moins une fois, juste au moment où Mia arrive et gronde Smith pour avoir taquiné Kurusu. Voyant qu'ils vont bien, Smith décide de partir, mais pas avant de rappeler à Kurusu la loi. Une fois partie, Mia se souvient qu'elle avait peur que Kurusu la traite avec dégoût, mais il l'a acceptée avec un sourire et l'a traitée comme un gentleman. Depuis ce jour, elle est tombée amoureuse de Kurusu. Alors, elle le plaque au sol et lui demande de l'emmener faire un tour mouvementé. Juste au moment où elle se penche pour l'embrasser, Kurusu lui dit d'arrêter. Et elle pense que c'est à cause de la loi. Mais en réalité, c'est parce qu'elle lui a déboîté l'épaule en l'étouffant trop fort. Quelques minutes plus tard, l'agent Smith revient pour lui remettre le bras en place, tandis que Mia pleure dans un coin d'avoir été trop loin. Le lendemain, Smith lui rend à nouveau visite et lui demande d'emmener Mia pour qu'elle se familiarise avec la ville. Kurusu accepte à contre-cœur, mais Mia saute de joie dans les rues, pensant qu'elle est en rendez-vous. Après avoir fait beaucoup d'activités amusantes ensemble, Mia repère un magasin de lingerie et traîne Kurusu à l'intérieur. Elle le force ensuite à entrer dans la cabine d'essayage où elle lui demande d'apprécier son décolleté avant de lui demander de choisir ceux qui lui iraient bien. Kurusu est embarrassé et sort en courant, réalisant qu'il tient le cache-sexe de Mia. Plus tard, elle se moque de lui en l'accusant d'être un voleur de culottes quand un couple humain moche passe et les ridiculise. Mais Mia se fâche et essaie d'attaquer. Seulement Kurusu prend le coup à sa place. Elle lui demande anxieusement pourquoi il est intervenu, et il lui rappelle la loi qui l'empêche d'attaquer les humains. Juste à ce moment-là, une foule se forme autour d'eux, et les gens commencent à prendre des photos de Mia. Elle demande donc à Kurusu de l'emmener dans un endroit privé. Ils finissent dans un hôtel étrange où il essaie de réprimer ses fantasmes, tandis que Mia se demande s'il est gentil avec elle, seulement à cause de la loi. Avant qu'il puisse répondre, elle dévoile ses seins et lui dit de la regarder pour qu'il comprenne qu'elle n'est pas effrayante. À ce moment-là, Kurusu est sur le point de céder à la tentation, mais l'agent Smith et ses hommes font irruption dans la pièce parce qu'ils ont reçu des rapports qu'un humain et une fille monstre sont venus ici pour s'envoyer en l'air. Cependant, en voyant que c'est Mia et Kurusu, elle se calme. Sachant que Kurusu n'a pas le courage de faire quoi que ce soit, alors que Smith les escorte dehors, ils croisent le même couple moche d'avant qui commence à dire des choses désagréables sur Mia. Mia essaye de ne pas réagir, mais cette fois, Kurusu se lève et frappe le couple moche au nez. Mais il finit par se casser le poignet dans le processus. Cette nuit-là, Smith lui dit qu'elle a réglé le problème avec le couple moche, et ils ne le dérangeront plus. Après son départ, Mia arrive et lui demande pourquoi il a attaqué ces gens, et il dit que c'est parce qu'elle est une fille et que personne ne devrait lui dire des choses méchantes. En entendant qu'il la voit comme une fille, Mia devient extrêmement heureuse, et le plaque au sol pour lui montrer son Gok 3000. Ouais mec. Mais Smith revient au pire moment, et demande à dîner, ruinant les plans de Mia pour coucher. Le lendemain, Mia est sur le balcon, émerveillée par son macho qui l'a sauvée du couple méchant, et elle promet de le protéger aussi. Juste à ce moment-là, un monstre oiseau arrive et s'envole avec Kurusu, laissant Mia anxieuse. Peu après, Kurusu se retrouve suspendue à un arbre,
et voit son kidnappeur, une harpie nommée Poppy. Kurusu est confus et demande où est sa famille d'accueil, mais elle est distraite par un camion de glace et lui demande d'en prendre. Puis soudain, elle lui demande qui il est, et Kurusu réalise qu'elle a une terrible mémoire parce qu'elle est un oiseau. Après qu'il lui ait apporté la glace, elle se souvient enfin qu'elle lisait le projet de loi interespèces, mais s'est ennuyée et s'est enfuie pendant que son coordinateur était absent. Alors que Kurusu commence à paniquer, elle dit qu'elle s'est enfuie de nombreuses fois avant, jusqu'à ce qu'elle se souvienne soudainement que c'était son dernier avertissement et qu'elle va maintenant être déportée. À cause de cela, elle laisse tomber sa glace et commence à pleurer. Kurusu lui offre alors son café. Comme elle ne peut pas le tenir elle-même, elle lui demande de le garder en un seul endroit pour qu'elle puisse lui faire un service, mais tout le monde autour comprend mal, alors il le retire de sa bouche, ce qui fait éclabousser la crème sur son visage. Kurusu lui demande anxieusement de se baigner dans la rivière, mais Papy enlève son armure et commence à se baigner dans la fontaine devant tout le monde, ce qui fait que tout le monde s'arrête pour admirer ses pêches. Elle entraîne aussi Kurusu dans la fontaine, mais juste à ce moment-là, une Mia en colère revient et commence à se disputer avec Papy pour avoir volé son homme. Cela conduit à une intense bagarre entre les filles, jusqu'à ce qu'elle remarque qu'une petite fille est coincée dans un arbre et a besoin d'aide. Voyant cela, Poppy décide de s'envoler pour sauver la fille, mais elle tombe à plat sur le visage car ses ailes sont mouillées et elle ne peut pas voler. Mia prend les choses en main et grimpe à l'arbre pour impressionner Kurusu, mais en montant, elle finit par effrayer la fille. Alors que la fille tombe, Poppy essaye de la rattraper, mais elle ne peut pas tenir longtemps, ce qui la fait tomber. Cependant, Roux glisse sous elle pour amortir leur chute et ils finissent par sauver la fille de tout danger. Juste à ce moment-là, un policier arrive et demande à Poppy où est sa famille d'accueil, mais elle n'en a pas car elle s'est enfuie. Heureusement, Kurusu dit à l'agent que Papy est avec elle et sa gentillesse rend Mia vraiment heureuse. Cependant, l'agent soupçonne quelque chose et demande à voir la carte d'identité de Papy, ce qui les rend tous anxieux. Cependant, l'agent Smith arrive au bon moment avec l'identification de Papy et sauve la situation. La nuit, ils sont chez Kurusu et Smith explique qu'aucune famille ne veut accueillir Papy parce qu'elle s'enfuit tout le temps. Elle a donc décidé de laisser Papy rester avec elle. Elle accueille ensuite Papy dans sa nouvelle maison et lui conseille d'obéir à Kurusu, alors elle l'étreint avec enthousiasme et promet qu'elle ne causera pas de problème. Voir cela rend Mia un peu jalouse, mais elle agit normalement et demande à Kurusu d'aider Papy avec un bain chaud. En voyant cela, Smith félicite Mia pour son calme, et Mia dit qu'elle n'a rien à craindre car Papy est jeune. Mais Smith révèle que Papy est une adulte comme elle. Alors Mia se précipite immédiatement vers le bain et met Kurusu dehors. Elle donne ensuite un bain énergique à Poppy et affirme que la saucisse de Kurusu est faite uniquement pour ses petits pains, donc Poppy devrait rester à l'écart. Le lendemain matin, Mia force Poppy à dormir avec elle, pendant que Kurusu sort acheter des courses pour accommoder Mia et Poppy. Juste à ce moment-là, il se fait heurter par une blonde avec des attributs de destruction massive et elle se présente comme Santorius Saria. Elle révèle aussi qu'elle cherche un maître et demande s'il est celui-ci, seulement pour voir qu'il est complètement assommé par le choc. Plus tard, Kurusu appelle Smith et apprend que Saria a la permission de sortir seule car sa race cherche des maîtres par elle-même. Elle révèle ensuite que c'est son jour de congé et qu'elle va dormir, donc Kurusu devra s'occuper de Saria pour le moment. Après la fin de l'appel, Saria et Kurusu discutent de ce qu'ils doivent faire ensuite quand un voleur arrache le sac d'une fille et s'enfuit sur son scooter. Saria tire instinctivement Kurusu vers elle, seulement pour voir son visage enfoui entre ses énormes boules. Après l'avoir repoussé, elle sort son épée et jure de mettre fin au voleur, seulement pour réaliser qu'elle ne peut pas nuire aux humains à cause du projet de loi interespèces. Elle demande alors à Kurusu de venir avec elle pour qu'il puisse frapper le voleur. Donc Kurusu essaye de monter sur son dos. Soudain, elle le repousse et dit que cet endroit est réservé uniquement pour son maître. Donc à la place, il s'accroche à sa taille et elle part à la poursuite du voleur. Le gars ne lâche pas prise et accélère encore plus jusqu'à ce qu'il heurte un travailleur portant des réservoirs d'eau. Il utilise son scooter pour les lancer vers Syria, mais elle utilise son épée pour couper les réservoirs, ce qui rend sa chemise transparente. Alors que la poursuite continue, le voleur saute des escaliers dans la rue inférieure, mais Saria ne renonce pas et saute après lui. Cependant, Kurusu perd presque prise et doit tenir Saria par ses wagamamas humides, ce qui fait que sa chemise se défait et expose ses atouts au monde. En voyant ça, le voleur a un saignement de nez et s'écrase, mais Saria, gênée, court dans un mur. Elle prend son épée, mais le voleur l'a et s'apprête à l'attaquer, jusqu'à ce que Kurusu intervienne et prenne le coup. Kurusu pense qu'il est mort, mais des heures plus tard, il appelle Smith pour dire qu'il va bien car l'épée était fausse. Oh mon Dieu, non, mais qu'est-ce que tu fais? Il dit aussi à Smith qu'il a monté sur le dos de Saria
Et Smith lui dit qu'il est foutu car pour la race de Saria, c'est comme se marier. En entendant ça, il s'excuse d'avoir monté sur elle, mais elle lui dit gentiment que c'est de sa faute de l'avoir entraînée. Quand Kurusu dit que ce n'est pas grave, elle place sa main sur son sein rebondissant et lui dit de sentir son cœur. Elle ajoute que c'est la première fois que quelqu'un risque sa vie pour la protéger, et pour cela, elle reconnaît Kurusu comme son maître, jurant fidélité à vie. Avant qu'il puisse répondre, Miya et Papi entrent dans la pièce, et Kurusu doit tout leur expliquer. Pendant le dîner, les trois filles se disputent pour savoir qui aime le plus Kurusu, mais personne ne veut l'aider à faire la vaisselle. Plus tard, Miya explique aux deux autres la loi interespèce, qui stipule que les monstres ne peuvent pas nuire aux humains et qu'on ne doit jamais partir sans leur hôte. Elle ajoute que celui qui est resté le plus longtemps avec l'hôte peut revendiquer la saucisse de l'hôte, mais Saria se rend vite compte que la troisième règle est fausse. Juste à ce moment-là, Kurusu arrive avec un fer à cheval sur le visage et Miya se fâche immédiatement, pensant que Saria a enfreint la première règle. Cependant, Kurusu révèle qu'il est accidentellement tombé sur Saria sous la douche et elle l'a frappé par instinct. Alors qu'ils s'excusent tous les deux, Miya devient jalouse et les sépare avant de gronder Saria pour s'être trop rapprochée de Kurusu. Cependant, cela mène à une dispute entre eux. Pendant ce temps, Poppy lit la loi interespèce au premier plan. Mais la loi est si compliquée pour P-Brain qu'elle plante comme un Windows buggé, alors elle demande à Kurusu de l'aider à se calmer. Kurusu propose de prendre un bain et demande de l'aide aux deux autres. Mais comme elles se battent, il décide d'aider Poppy à la place. Dans le bain, il demande à Pépé de mettre un maillot de bain, mais elle n'a pas de main et lui demande de le mettre pour elle. Alors qu'il le fait à contre-cœur, les plumes de Poppy se coincent dans le maillot et il touche accidentellement ses pêches en essayant de les libérer. Cela lui cause un saignement de nez, alors il saute dans l'eau pour se rafraîchir. Cependant, Poppy entre aussi dans la baignoire et s'allonge sur lui, disant qu'ils se sentent comme des frères et sœurs. Et si elle avait un grand frère, elle voudrait qu'il soit comme lui. Elle admet qu'elle aime la façon dont il prend soin d'elle et même qu'il la gronde gentiment quand elle fait des bêtises. Mais Kurusu n'entend rien car tout le sang est dans son pôle sud. Elle dit alors qu'il n'y a que des harpies femelles, donc elle ne sait pas ce que c'est d'avoir un frère et qu'elle est vraiment heureuse maintenant. Kurusu soupire de soulagement, mais elle place soudain sa main sur ses pêches et dit qu'elle a aimé quand il l'a touchée la dernière fois, et qu'elle veut se sentir encore mieux en l'embrassant. À cela, Kurusu commence à résister, car les frères et sœurs ne font pas de telles choses, mais quand Poppy essaye d'utiliser la force, elle se retrouve collée à un mur avec une flèche tirée par Saria, qui réalise enfin que Poppy n'est pas le petit oiseau innocent qu'il pensait. Elle demande ensuite à Kurusu de monter sur son dos, mais Miya arrive aussi et dit à Saria de remplir ses documents de transfert avant l'arrivée de Smith. Saria l'ignore et s'enfuit avec Kurusu, et quand ils atteignent un parc voisin, elle lui demande doucement de lâcher ses puffs crémeux, laissant Kurusu en panique. Il s'excuse rapidement, mais elle dit timidement qu'elle ne s'en soucie pas, même s'il les casse, car elle l'a choisi comme son maître. Elle commence alors à faire un discours sur l'importance pour sa race de trouver un maître, mais Kurusu lui dit de se détendre, car elle est maintenant au Japon, et elle devrait essayer d'en apprendre davantage sur la culture japonaise. Juste à ce moment-là, elle aperçoit un couple se tenant la main, alors elle demande timidement à Kurusu s'il voudrait lui tenir la main. Cependant, elle se retire rapidement en réalisant qu'elle demande trop, mais Kurusu la surprend en lui tenant doucement la main. Un instant, le temps s'arrête pour Saria et elle commence à rougir intensément, comme si elle découvrait l'amour pour la première fois. Juste à ce moment-là, Miya et Poppy entrent en scène et prennent tour à tour Kurusu dans leur poitrine. Pour des raisons de scénario, Smith passe par là et les voit se battre pour Kurusu. Et alors que les choses s'échauffent, elle sort son pistolet tranquillisant pour les maîtriser. Encore une fois, Kurusu se précipite devant comme un idiot et est assommé en conséquence. Ce soir-là, il se réveille dans son appartement et se demande où sont les filles. Smith pointe vers la porte et voit les filles qui l'observent avec des airs coupables. Elle s'excuse de le déranger, mais il leur dit que ce n'est rien, car ils sont une famille et que c'est lui le vrai fautif. Smith révèle alors qu'il y a eu un changement dans la loi et que le mariage interespèces est désormais autorisé pour des tests. Elle dit à Kurusua qu'il peut choisir l'une des trois filles sous sa garde. En entendant cela, Rose s'inquiète pour son saucisson, mais Smith dit que son travail est fait et s'en va tranquillement, laissant Kurusu avec trois filles qui veulent toutes utiliser son visage comme un siège. Cette nuit-là, Kurusu se tourne dans son lit en pensant à qui il va épouser quand Miya frappe à sa porte et lui demande s'il est contre le mariage avec des monstres. Kurusu dit que non, qu'il a juste été surpris. En entendant cela, elle entre dans la pièce et lui demande de la choisir parce que les serpents s'amusent toute la nuit. Oui, 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 oui. Et elle peut atteindre des endroits qu'il ne savait pas exister.
Juste au moment où les choses deviennent folles, Poppy entre par la fenêtre, assommant Mia et demandant à Kurusu de jouer avec ses plumes. Cependant, Saria défonce la porte et le sauve d'un coup, ajoutant que ce soir c'est la pleine lune, ce qui réveille les instincts animaux dans la plupart des espèces. Kurusu pense que Saria est libre de l'influence de la lune, mais Saria expose soudainement ses packs de lait et lui demande de les goûter. Réalisant qu'il est dans de beaux draps, il essaye de fuir, mais les filles l'arrêtent et lui demandent de choisir l'une d'elles comme épouse. Heureusement, il s'échappe à nouveau en bas et reçoit un appel de Smith, qui lui demande s'il a décidé qui il veut épouser. Il répond non, car il vient juste de le découvrir, alors elle lui conseille de parler aux filles, ou elles continueront à le harceler. Juste à ce moment-là, il ouvre le frigo pour prendre une boisson, mais les filles défoncent le mur et le renversent, horrifiées de le voir allongé dans une flaque de son propre sang, ce qui les fait s'évanouir. En réalité, c'est du ketchup du frigo, et Kurusu va très bien, bien qu'avec quelques os cassés. Le lendemain, il réveille les filles qui sont choquées de le voir tout bandé, et il leur dit directement qu'il choisira bientôt l'une d'elles comme épouse, juste avant de s'évanouir. Plus tard, Saria est aux anges à propos de ce que Kurusu a dit quand Poppy lui demande de jouer à un jeu avec elle. Saria refuse parce qu'elle est occupée. Alors Poppy commence à jouer toute seule, pendant que Kurusu prépare le dîner. Une fois qu'il a fini, Poppy l'entraîne à jouer avec elle. Et quand Mia descend de l'étage pour vérifier la casserole, elle trouve un monstre aquatique à l'intérieur qui s'accroche à son visage. Incapable de respirer, Mia s'évanouit et Saria dit à Kurusu que la créature est en fait un slime, une créature qui n'est pas encore acceptée dans la société. Cependant, Saria jure de le protéger du slime. Alors quand le slime attaque à nouveau, elle sort rapidement son épée pour le trancher. Sans surprise, l'épée n'a aucun effet sur le slime et finit par tremper tout le monde de la tête aux pieds. Kurusu quitte rapidement la pièce pour prendre une douche, mais il est choqué de voir que Poppy ne s'en soucie pas du tout car elle joue à son jeu. Sous la douche, Kurusu décide d'appeler Smith pour l'informer, mais Saria apparaît à la porte et lui demande s'il va bien. Quand il dit que oui, elle abandonne son armure narrative et entre dans la douche avec des seins si énormes qu'ils ont leur propre gravité. Kurusu se couvre rapidement et demande anxieusement pourquoi elle est là, et elle dit qu'elle n'a pas de mauvaises intentions. Elle veut juste s'assurer qu'il ne se fasse pas encore éclabousser par le slime. Kurusu lui demande pourquoi elle ne porte pas son armure narrative et enfouit soudainement ses seins dans son visage, lui disant qu'elle a besoin d'aide pour enlever le slime de son corps. Plus tard, alors qu'il la nettoie, il lui demande de ne pas se sentir mal, car c'est à cause de lui qu'elle est sale. Juste au moment où Kurusu se rapproche de son derrière, elle commence à faire des bruits heureux parce que c'est son point sensible. Immédiatement, Kurusu s'excuse et décide de la laver par l'avant, mais ses seins planétaires le rendent flou. À leur insu, le slime les observe de l'extérieur. Quelques minutes plus tard, ils sont tous les deux dans la baignoire et Kurusu se demande pourquoi le slime les a attaqués. Saria révèle qu'il doit chercher de l'eau et Kurusu plaisante en disant que la salle de bain pourrait ne pas être sûre. Juste à ce moment-là, il voit le slime collé au plafond et Saria attrape instinctivement son épée, sauf qu'elle prend celle de Kurusu à la place. Après qu'elle s'en rende compte, elle panique et se cogne la tête, ce qui la fait s'évanouir, laissant le slime capturer Kurusu. Bro implore pour sa vie, mais le slime se transforme soudainement en babe séduisante avant de le plaquer au sol et de masser son visage avec son château gonflable. Elle commence ensuite à le laver, comme il lavait Saria, et Kuru réalise vite qu'elle imite les autres. Il finit par se calmer, pensant qu'elle n'est pas dangereuse, mais elle tire son visage vers ses seins et le laisse haleter. Après avoir échoué à se libérer, Kurusu décide de sauter dans la baignoire, ce qui lui permet enfin de respirer. Il laisse ensuite le slime dans la baignoire et sort pour informer les autres. Mais juste à ce moment-là, il remarque qu'elle joue avec Papy en arrière-plan. Le lendemain, Mia et Saria sont contrariés parce que le slime a ruiné leur mug et leur épée, respectivement. Mais Papy défend la fille slime et lui donne même le nom de Sue. Finalement calmées, les filles réalisent qu'elles doivent mettre quelque chose sur Sue, alors elles choisissent un imperméable pour qu'il ne glisse pas. Saria remarque alors que Sue a rétréci et Kurusu pense que c'est parce qu'elle a perdu de l'eau. Cependant, le plus gros problème est que quelqu'un l'a fait entrer ici et elle se demande si elle devrait laisser l'agent Smith s'en occuper. Saria pense qu'avoir une espèce kidnappée pourrait déclencher une nouvelle guerre entre humains et monstres, donc le meilleur plan est de la renvoyer. Quand Papy entend cela, elle attrape simplement Sue et s'en va, ce qui pousse Kurusu à courir après elle. En passant près d'un canal, Sue s'agite anxieusement et tombe sur Kurusu. Poppy lui demande alors pourquoi elle a eu peur, et Kurusu pense que c'est parce qu'elle a peur de fondre dans l'eau. Il les gronde ensuite d'être sortis sans sa permission. Mais Poppy dit avec colère qu'elle ne laissera personne emporter Sue et qu'elle enfreindra la loi si nécessaire. Juste à ce moment-là, une bande de gamins demande à Papy de jouer avec des pistolets à eau
et Kurusu réalise qu'elle vient souvent ici pour jouer. Juste après, l'un des garçons la mouille et elle les étreint avec son t-shirt transparent, ce qui fait réaliser à Kurusu pourquoi elle est populaire auprès des garçons. Kurusu remarque aussi que Poppy est attentionnée et protège même Sue, ce qui signifie qu'elle a de forts instincts maternels. Juste à ce moment-là, Sue plonge ses tentacules dans l'eau et l'absorbe, la transformant en une mamacita épaisse, ce qui fait paniquer les garçons. Elle les étreint ensuite comme Poppy, avant de leur tirer dessus avec de l'eau, les faisant fuir. Pendant que les gamins sont sur la route, une voiture à grande vitesse manque de renverser une fille, mais Sue la protège avec son propre corps. Alors qu'elle se repose près du mur du pont, celui-ci s'effondre, et Poppy lui tient la main pour l'empêcher de tomber dans la rivière et de fondre. Cependant, la prise est trop lâche, alors Sue remercie Poppy pour tout avant de finalement glisser. Heureusement, elle tombe dans le coffre de la voiture que Kurusu avait placé là, ce qui rend tout le monde heureux. Après cela, il appelle Saria et Mia et les convainc que Sue n'est pas dangereuse et qu'elle devrait l'élever ensemble, ce qui fait appel à leur instinct maternel. Il leur demande aussi de ne pas dire à l'agent Smith et raccroche. Mais quand il entre chez lui, il trouve Smith à la porte, ce qui le choque. Plus tard, Mia et les autres tiennent une réunion pour discuter de la façon de protéger Sue du gouvernement. Mais avant d'arriver à un consensus, des ouvriers du bâtiment arrivent chez eux et mettent tout sens dessus-dessous. Il s'avère que Smith a envoyé des ouvriers pour transformer la maison pour Sue, mais les filles ne le savent pas et s'enfuient avec Sue. Soudain, elles réalisent qu'elles ont laissé Kurusu derrière elles dans la panique, car il pourrait très bien être arrêté. Juste à ce moment-là, des hommes en noir apparaissent et elles sont forcées de se cacher, où Papy renverse accidentellement de l'eau sur elles. Mais comme Sue a besoin d'eau, elle plonge dans la bouche de Papy pour en obtenir. Elle va même jusqu'à boire à la fontaine de jouvence de Papy, la laissant faible sur ses jambes. Pendant ce temps, Kuru cherche frénétiquement les filles quand une fille en fauteuil roulant lui rentre dedans, et la prochaine chose qu'il sait, c'est qu'elle est assise dans son labo. Après s'être excusée pour l'accident, Kurusu l'aide à se relever et elle se présente comme Meiro. Kurusu révèle alors qu'il cherche 3 demi-humains, et Meiro sait déjà qu'il cherche Olamia, Harpy et Centaure car elle les a vus en venant ici. Pendant ce temps, Saria s'inquiète de se faire tripoter car elle est aussi trempée, mais les choses empirent quand elle casse un robinet avec son grand dos et invite involontairement Sue à en boire aussi. Alors que Saria émet des bruits de joie, Mia lui couvre la bouche pour ne pas attirer les agents du gouvernement. Mais Sue aggrave les choses en vidant les canons à lait de Saria et en la laissant sur un nuage. Au moment où Kurusu et Meiro arrivent, ils ressentent une forte soif de sang dans les bois, et c'est parce que Mia se défend contre les manigances de Sue. Cependant, elle se laisse distraire par Kurusu, ce qui donne à Sue l'occasion de faire tomber Mia aussi. Après ça, Sue essaye d'attaquer Meiro, mais Kurusu la piège dans un sac plastique et gagne Meiro. La nuit, ils rentrent chez eux et découvrent que tout ce bruit était pour rien. Smith arrive aussi, et Poppy la remercie d'avoir laissé Sue rester avec eux. Cependant, Smith dit que ce qu'elle a fait était illégal, mais attraper une demi-humaine fugueuse et la remettre au gouvernement n'est pas couvert par son salaire. Donc, elle va faire comme si elle ne savait rien. Kurusu est confus et demande pourquoi elle a reconstruit la maison si ce n'est pas pour Sue. Alors Smith amène Meiro et révèle que la reconstruction était pour elle. Il s'avère que Meiro est une sirène qui devait être présentée à Kurusu ce soir, mais elle s'est enfuie et a eu sa propre rencontre avec le gars. Le lendemain, Kurusu prend Meiro pour la déposer à l'étage. Mais Mia pense qu'ils vont s'embrasser et attaque Kurusu. Elle finit par casser le fauteuil roulant de Meiro. Donc, jusqu'à ce qu'un nouveau fauteuil soit apporté, Kurusu propose de la porter. Malgré cela, Mia est furieuse et pense que Meiro essaye de lui voler Kurusu. Mais Siria croit que Meiro n'est pas intéressé par Kurusu romantiquement. Cependant, quand Meiro lui demande s'il est célibataire, Mia devient encore plus enragée. Juste à ce moment-là, Meiro glisse un peu et Kurusu doit la tenir par les seins, mais il finit par la renverser et expose ses melons parfaits à tout le monde. Pendant que Mia lui crie dessus, Meiro explique que le corps d'une sirène est couvert de slime, donc leurs vêtements glissent souvent. Elle ajoute aussi qu'elle ne serait pas contre qu'ils glissent souvent, tant que c'est pour Kurusu. Maintenant jalouse, Mia s'en va puis revient couverte de slime pour tenter Kurusu, mais il lui dit calmement de prendre un bain, ruinant son plan. Plus tard, Mia est furieuse et Saria pense qu'elle exagère. Mais Mia n'écoute pas et baisse la climatisation pour geler la chambre de Meiro. Cependant, cela l'affecte plus que Meiro, qui est déjà habitué aux températures froides. Quand Kurusu remarque cela, il augmente la température. Mais quand il part chercher de nouvelles piles, Mia décide de confronter Meiro. Cependant, Meiro demande à Poppy si Kurusu est célibataire, ce qui fait que Saria demande pourquoi elle s'y intéresse tant. C'est alors qu'elle révèle que l'histoire de la petite sirène est populaire parmi son espèce, et c'est son fantasme de vivre cette histoire tragique pour de vrai.
Saria est suspicieuse et demande pourquoi elle parle de manière si élégante, mais Meiro retourne la situation en disant qu'elle perçoit de la noblesse et de la loyauté en Saria. Tout à coup, Saria a l'impression d'être en présence d'une reine et entre dans son jeu de rôle nocturne jusqu'à ce que Mia la sorte de son rêve. Elle annonce alors qu'elle ne laissera personne lui voler Kurusu, alors Meiro révèle doucement qu'elle n'a pas de telles intentions. Juste à ce moment-là, Kurusu revient. Alors Meiro lui demande de l'emmener dans sa chambre, ce qui rend Mia jalouse. Quand Saria lui dit d'arrêter d'exagérer, Mia révèle qu'elle aime aussi les contes de fées et lisait souvent ceux où le prince sauvait la princesse. Et ils vivaient heureux pour toujours. C'est son rêve d'être porté par un prince, donc voir Kurusu réaliser son rêve la rend jalouse. Tout à coup, elle a une idée et fait irruption dans la chambre de Meiro en maillot de bain, espérant séduire Kurusu avec ses seins. Kurusu panique immédiatement et elle aggrave les choses en l'invitant à nager. Syria les rejoint timidement aussi, mais ses seins sont si énormes que Mia se sent menacée et lui dit d'arrêter de se vanter. Après que Syria parte, Mia voit Meiro sauter dans la piscine avec Kurusu. Alors elle saute après lui pour le sauver, mais elle a froid et perd connaissance. Quelques secondes plus tard, elle se réveille pour trouver Kurusu la portant dans ses bras et la sortant de l'eau. En voyant cela, Meiro étreint rapidement Mia pour la réchauffer avec sa chaleur corporelle, et Su attaque soudainement Kurusu pour aspirer l'humidité. Meiro révèle que Su l'a attaqué aussi, et Mia réalise que c'est pour ça qu'elle a sauté dans l'eau plus tôt. Maintenant qu'elle se sent mieux, elle invite Meiro à prendre un bain avec elle, où elle s'excuse d'avoir été impolie, tout en ajoutant qu'elle deviendra la femme de Kurusu. Meiro dit qu'elle n'a pas l'intention de l'épouser parce qu'elle aime les histoires d'amour tragiques. Elle révèle alors qu'elle soutiendra en fait l'amour de Mia pour Kurusu et observera de loin pour qu'elle puisse avoir un chagrin d'amour. Quelques jours plus tard, Mia cuisine pour Kurusu et ajoute une touche d'amour à la poêle, mais c'est si fort que ça brûle le plat. Malgré une panique initiale, elle dit avec confiance qu'elle va gérer ça pour prouver à Kurusu qu'elle est la mariée parfaite. Elle déclare aussi qu'elle cuisinera dès aujourd'hui, car une bonne épouse sait cuisiner. Elle imagine le jour où Kurusu rentrera du travail et elle lui offrira son biscuit en dessert. Mais à ce moment-là, Kurusu passe et lui dit de surveiller la casserole. Mia, sans réfléchir, soulève la casserole chaude du feu à main nue, et son cri résonne à l'extérieur. Elle se verrouille ensuite dans sa chambre. Quand Kurusu essaye de l'encourager, elle lui dit qu'elle ne s'inquiète pas pour la cuisine. Elle veut juste être seule. Juste à ce moment-là, Kuruosu aperçoit une mue devant sa porte. Pendant qu'il enquête, elle défonce la porte pour l'arrêter. C'est alors qu'il voit que Mia est en train de muer, c'est pourquoi elle se cachait. Elle se cache rapidement sous la couverture et dit qu'elle ne voulait pas qu'il la voie en train de muer. Et comme ses mains sont brûlées, elle ne peut même pas enlever les restes. Kurusu est confus car elle n'est pas gênée d'être sans intrigue, mais elle dit qu'il est plus embarrassant pour son espèce d'être vue en train de muer. Elle se sent mal car elle ne peut ni cuisiner ni nettoyer et elle ne peut pas muer correctement non plus. Elle craint que Kurusu ne choisisse une autre comme épouse. Kurusu dit que les serpents échouent souvent à muer quand ils sont stressés, donc il l'aidera dans le processus. Il monte ensuite sur son dos et commence à retirer lentement l'ancienne peau. Bien que cela semble facile, Mia ressent un peu de picotement à chaque touche. Quand il atteint enfin l'extrémité de sa queue, qui est son point sensible, elle ne peut plus se retenir et étrangle Kurusu pour le faire arrêter. Malgré cela, Kurusu tire rapidement le dernier morceau et lui demande de s'allonger sur le dos pour enlever la peau de son ventre. Cependant, elle lui couvre les yeux avec sa queue et enlève son couvercle, lui demandant de faire cette partie aussi, car c'est super sensible. À contre-cœur, Kurusu déplace aveuglément sa main et elle l'aide à trouver le bon endroit grâce à l'intensité de ses bruits de plaisir. Quand il s'approche trop près, elle faillit s'évanouir, alors Kurusu décide d'accélérer les choses. Cependant, quand ses doigts commencent à devenir chauds, il réalise qu'il a trop poussé, et Mia le fait tourner comme un Beyblade. Quelques jours plus tard, Mia le remercie en le forçant à manger la nourriture la plus dégoûtante connue de l'humanité, et les papilles gustatives de Kurusu le maudissent pour lui avoir infligé cette torture. Juste à ce moment-là, le reste des filles arrivent, ayant l'air malades, et Mia dit fièrement qu'elle leur a fait goûter tout, ce qui explique leur expression. Quelques jours plus tard, Karura revient d'une course, et Su saute immédiatement dans ses bras. Alors Saria gronde Su de ne pas lui laisser d'espace. Juste à ce moment-là, Poppy annonce qu'elle va bientôt pondre un œuf. Les filles frappent alors immédiatement Kurusu, pensant qu'il est le père. Cependant, Poppy révèle que c'est non fécondé, alors Kurusu décide d'en parler à Smith. Juste à ce moment-là, un photographe se présente à leur porte en demandant s'ils ont une harpie qui va bientôt pondre un œuf, alors il lui demande qui il est. L'homme se révèle être Kasegi, un réalisateur, et il filme actuellement un documentaire sur l'échange interespèces et souhaite faire une interview. Bien qu'il le laisse entrer, Kurusu se méfie du comportement de l'homme.
Kasugi demande à Papy si l'œuf arrive, mais quand elle dit non, il décide de passer le temps en interviewant les autres. Les filles acceptent à contre-cœur. Il se dirige d'abord vers la piscine de Mero, où il commence à s'extasier sur sa mode gothique et lui demande de montrer de quelle couleur sont ses couvertures. Quand les autres le grondent pour être allé trop loin, il dit simplement que c'est pour la science et demande ensuite à Mero de lui montrer comment elle sort de la piscine. Meroth saute joyeusement et montre la méthode, mais ses protections pêche tombent, et Bro enregistre ses melons à nu pour des fins de gooning. Même si Kurus lui dit de supprimer le clip, il promet qu'il l'éditera au montage. Il souhaite ensuite interviewer Saria, qui connaît déjà Kasagi comme un dragueur, alors elle promet d'être très prudente. Elle l'emmène ensuite dans sa chambre à thème japonais, et pendant qu'elle parle de ses racines, il lui demande soudain si elle porte des couvertures. Saria commence à bouillir de colère face à son audace, mais il zoome sur ses seins et remarque qu'elle ne porte pas non plus de protection pêche. Ro commence alors à tripoter ses packs de lait, alors elle sort son épée et menace de lui couper la saucisse s'il reste ici plus longtemps. Ainsi, Kisagi se rend dans la chambre de Miya et lui pose la même question, ce qui l'énerve. Tout à coup, Kasugi aperçoit un sac rempli de Samu, et elle le lui arrache en disant qu'elle ne veut pas que quelqu'un le voie. Cependant, Kasugi lui demande de le laisser pour le vendre à des gooners qui ont payé pour l'eau de bain de Belle Delphine. Au début, elle est contre, mais Kasugi dit qu'il fera des recherches sur Samu et trouvera un moyen pour qu'elle épouse Kurusu, ce qui la fait céder. Juste à ce moment-là, Mei Ro les informe que Poppy est proche, alors ils se précipitent dans sa chambre pour lui offrir leur soutien moral. Quand Kasegi commence à enregistrer, Kurusu proteste en disant que c'est un malade, mais il dit que c'est pour la science et demande même à Kurusu de l'aider à pondre l'œuf. Alors que Kurusu lui masse le ventre, elle se rapproche vraiment. Kasegi demande donc à Papy de retirer sa protection pour qu'il puisse avoir une vue complète. Même quand Kurusu dit non, Papy répond que ça va. Alors que Kurusu l'enlève, Kasegi commence à se réjouir dans sa tête parce qu'il a manipulé tout le monde pour obtenir du matériel gratuit. Cependant, Su est capable de lire ses pensées, et dès qu'elle dit tout à voix haute, les filles réalisent ses intentions et menacent de le frapper s'il ne supprime pas les images. Kasegi, cependant, reste impassible, car il sait que les demi-humains ne peuvent pas lui faire de mal, mais Kurusu le provoque avec un faux œuf, et Détroit lui met un coup. Après cela, il loue Su pour avoir révélé la vérité, et Mero désigne Papy, qui est sur le point de pondre l'œuf. Alors que tout le monde l'encourage, elle finit par le laisser sortir. Des heures plus tard, ils sont dans le salon, et Poppy câline Kurusu, qui demande à Smith quoi faire de l'œuf, et elle dit que ça ne couvre pas son salaire. Elle lui dit aussi discrètement qu'elle va enquêter sur le directeur avant de demander ce qu'il y a pour le dîner. Kurusu dit que c'est Miya qui cuisine, et il s'avère qu'elle a accidentellement cuisiné l'œuf de Papy pour le dîner. Les femmes. Pendant ce temps, Kasegi est furieux dans son antre d'homme d'avoir été attrapé, et il accueille aussi une femme araignée qui est intéressée à rencontrer Kurusu. Le lendemain, une bande d'orques prend d'assaut un magasin de manga. La police établit donc des camps à l'extérieur du magasin pour surveiller la situation. La bande se compose de 6 orques bien entraînés et armés qui ont pris des otages et ils exigent d'être présentés dans un manga audacieux avec une chevalière. Ils veulent aussi être présentés avec des elfes, des sœurs, des belles-mères, etc. Et les humains ne peuvent pas les combattre car la loi leur interdit de faire du mal aux non-humains. Pendant que le chef de la police est furieux contre ces lois absurdes, Smith arrive et leur assure qu'elle a la situation en main. Pendant ce temps, les orques sentent quelqu'un dans le bâtiment et tirent une pleine charge sur eux, pour révéler une fille ninja qui essayait de s'infiltrer. Alors qu'elle gît là, saignant, le chef orc utilise son téléphone pour informer la police qu'il n'a pas violé la loi car il a agi en légitime défense. En entendant cela, le chef de la police est furieux car il ne l'a pas autorisé et demande à Smith de s'en occuper. De retour dans le magasin, les orques trouvent une fille qui se cachait, et elle s'avère être une star dans l'un de leurs mangas préférés. Alors qu'ils discutent de qui doit frapper en premier, la fille aperçoit le corps sans vie de la ninja et court vers la fenêtre pour demander de l'aide. Cependant, les orques décident de l'agresser devant le monde entier, sans se douter qu'il y a un tireur d'élite positionné dans un bâtiment éloigné. Elle se révèle être une demi-humaine à un œil nommé Monaco, et elle détruit habilement les armes que les orques portaient avec une précision mortelle. Dans le magasin, les orques commencent à paniquer quand quelqu'un fait tomber un des murs, et il s'avère que c'est une ogresse nommée Théonicia qui aide les otages à s'échapper. La seule restante est la star du manga. Mais juste à ce moment-là, la soi-disant ninja morte revient à la vie et vide ses chargeurs sur les orques. L'un des chefs orques la saisit par derrière et essaie de la presser. Mais elle lui tire à travers son propre corps, laissant l'orque choqué. Quand il demande comment elle est encore en vie, elle se révèle être un zombie nommé Zombena. Malgré cela, l'orque l'avertit de ne pas s'approcher ou il tuera la star du manga, mais la fille lui donne un coup de pied au visage et se présente comme Doppel, une demi-humaine capable de se transformer.
Juste au moment où Monaco les rejoint, Smith arrive et présente l'équipe comme une force de sécurité demi-humaine créée pour s'occuper des criminels d'origine non humaine. Elle dit ensuite à Lork de se rendre ou de devenir un côtelette. Mais Lork commence à rire comme s'il avait un plan, pour finalement se rendre comme un loser. Il croit que c'est parce que les humains ne peuvent pas lui faire de mal et qu'il ne sera que déporté, mais Smith lui tire une pleine charge de balles en caoutchouc dans le ventre. Lork menace de dire aux autres que Smith a enfreint la loi, pour réaliser que la personne qui lui a tiré dessus était Doppel, qui s'était transformé en Smith. Cela finit par lui briser l'esprit, et Lork commence à pleurer pour sa maman. Plus tard, chez Kurusu, les filles regardent Smith et son équipe aux nouvelles. Pendant que Smith sirote un café dans leur salon, elle révèle aussi qu'elle a invité ses collègues chez lui. Alors toute l'équipe arrive pour le dîner. Plus tôt aujourd'hui, ils sont allés chez Kasegi pour capturer la dame araignée, mais elle a réussi à s'échapper. Smith dit que Kosegi n'était pas enregistré comme famille d'accueil, donc c'est étrange qu'ils vivent avec un non-humain. En apprenant que Kurusu est parti au supermarché, Papy et Sue leur disent qu'il y a plein de nourriture devant leur porte. Les filles se précipitent dehors et voient des sacs de courses par terre, ce qui leur indique que l'idiot a été enlevé. Pendant ce temps, Kurusu se réveille dans une grange, pendu par les pieds, et se retrouve face à la dame araignée, qui se présente comme Rakshnnara. Elle s'attend à ce que Kuru ait peur, mais Bro dit tranquillement qu'il est content de la rencontrer, avant de lui demander de le laisser descendre car le sang monte à sa tête. Après l'avoir laissé descendre, elle lui montre sa physique de Jiggle Premium, ce qui fait perdre son calme à Kurusu. Alors qu'il rampe frénétiquement, Rakshnnara décide de s'amuser avec le vierge. Mais juste à ce moment-là, un policier entre dans la grange, alors elle se colle rapidement au plafond avec Kurusu. Elle remarque alors que le sexe de Kurusu grossit et le taquine à ce sujet, mais Bro dit qu'il ne peut rien y faire quand son visage est enfoui dans ses wagamamas. Comme il fait du bruit, Rakshné lui cache le visage jusqu'à ce que le policier parte. Et après ça, elle prend son temps à jouer avec Kurusu. Bro ne peut pas gérer autant de gâteaux et faillit tomber de la hauteur. Mais elle le rattrape avant qu'il ne tombe et continue de le taquiner. Après l'avoir enfin libéré, il lui demande pourquoi elle s'enfuit et où est sa famille d'accueil. Elle dit qu'elle ne s'entend pas avec sa famille d'accueil car il la voit comme un monstre. Quand Kasugi leur a proposé de l'argent en échange d'elle, ils ont rapidement accepté et l'ont laissée là. Kurusu se sent désolée pour elle, mais elle dit fermement qu'elle n'a pas besoin de sa sympathie car tous les humains sont des hypocrites qui jugent les gens sur leur apparence. Elle pense aussi que les gens la trouvent sexy parce que sa partie supérieure ressemble à celle d'un humain, mais Kurusu est un dégénéré qui est plus captivé par sa partie inférieure. Alors elle recommence à le taquiner. Juste à ce moment-là, il réalise tout un escadron de police est dehors, prêt à arrêter Rakshnnara pour avoir blessé et kidnappé un humain. En entendant cela, Kuruisu propose de se rendre pour que Rakshnnara puisse s'enfuir. Mais elle commence à rire car elle trouve son courage mignon. Elle laisse ensuite entrer la police, et Smith s'excuse auprès de Rakshnnara d'avoir choisi la mauvaise famille pour elle, mais Rakshnnara dit qu'elle ne veut pas d'excuses. Au lieu de cela, elle veut une nouvelle maison qui a déjà d'autres demi-humains, et que la famille d'accueil n'a pas peur des araignées. Smith réalise que Ragnarok veut vivre avec Kurusu, alors elle désigne l'idiot comme sa nouvelle famille d'accueil. Le lendemain, Kurusu se réveille avec son réveil. Mais quand il essaye de l'éteindre, il finit par sentir les courbes juteuses de Syria. Après avoir sauté du lit, il sert le petit déjeuner à tout le monde. Et quand Rakshnnara l'appelle chérie, Mia commence à bouillir. Rakshnnara lui demande si elle préfère mon cœur, mais Mia bouillonne comme une bouilloire et lui dit de rester éloignée de son futur mari. Quand elle essaye d'attaquer, Rakshnnara la ligote facilement, et Mia se sent vaincue en voyant que Rakshnnara s'est déjà lié d'amitié avec les autres. Pendant ce temps, Saria est étonnamment calme et continue de pousser ses seins dans le visage de Kurusu. Et quand il lui demande pourquoi elle est si insistante aujourd'hui, elle dit qu'elle exécute juste son devoir parce qu'il est son maître. Cependant, quand Kurusu part pour une pause aux toilettes, Mia demande à Saria si elle est d'accord avec la présence de Rakshnnara ici, et Saria dit que oui. Mia soutient que Rakshnnara a l'air bizarre, mais Saria lui conseille de ne pas juger sur les apparences, car ils sont tous des demi-humains. Juste à ce moment-là, ils entendent du bruit dans la salle de bain et voient que Rakshnnara a ligoté Kurusu. Elle prétend qu'il est entré pendant qu'elle faisait ses affaires, mais Mia croit que Rakshnnara attendait que Kurusu entre pour pouvoir faire des choses bizarres. Surya arrête Mia et conseille à Rakshnnara de verrouiller la porte la prochaine fois, à la grande surprise de Mia. La nuit, un Kurusu fatigué se couche pour se faire enlever par Rakshnnara, qui verrouille la porte et décide de lui montrer son jiggle pour qu'il puisse lui tirer sa toile. Cependant, avant que Kurusu ne perde sa virginité, Saria défonce la porte et s'enfuit avec lui. Une fois dehors, Kurusu lui demande de s'arrêter, mais elle continue de courir en imaginant sa vie en tant qu'épouse de Kurusu. Elle remarque alors que les gens la regardent car elle a l'air différente, alors qu'en réalité, les gens regardent ses orbites hypnotiques et gélatineuses.
Pourtant, étant elle-même une demi-humaine, elle se sent mal car elle a jugé Rachnura sur son apparence. Et même si Kurusu dit que son instinct était juste, elle croit toujours que c'est une mauvaise pratique. Soudain, elle s'arrête de courir et dit qu'elle ne mérite pas de représenter son espèce. Mais juste à ce moment-là, une bande de voyous l'entoure et commence à dire des choses désagréables à son sujet. Au début, elle reste calme et ignore leurs paroles. Mais quand ils se moquent de Kurusu pour sa petite taille, Saria sort son épée et jure de les castrer. Malheureusement, la loi l'empêche de nuire aux humains, alors les Gunners en profitent. Soudain, ils se retrouvent piégés dans les toiles de Rachnera, qui les assomme avec son aura. Ensuite, Saria la remercie pour son aide. Mais Rachnera ne perd pas de temps à s'en prendre à Kurusu, forçant Saria à les séparer. Rachnara trouve ça mignon que Saria exprime enfin son avis sans se soucier des apparences. Elle lui dit que ce n'est pas grave si elles ne s'entendent pas, ajoutant qu'elle a l'air plus effrayante que les autres demi-humains. Elle propose ensuite de rentrer, mais Saria reste là, stupéfaite, car elle ne s'attendait pas à ce que Ragniara soit si compréhensive. Elle demande alors à Ragniara de lui permettre de rendre l'appareil, alors Ragniara l'attache dans une pose suggestive en remerciement. Le lendemain, Kurusu attrape un rhume, alors Mia se déguise en infirmière pour l'aider. Soudain, Smith fait irruption avec une équipe de décontamination, affirmant que Kurusu pourrait être infecté par un nouveau virus. Elle s'occupera donc personnellement de Kurusu. Cependant, c'est juste une excuse pour éviter le travail et dormir. Alors les filles se demandent comment aider Kurusu. Puis elles réalisent que Su est immunisée contre tous les virus. Donc, elles lui laissent le soin. Cependant, elle est aussi bête qu'une pierre. Alors elle lui demande de se transformer en Kurusu et de lui apprendre à s'occuper de lui. Au début, Saria touche son front à celui de Su pour prendre sa température. Mais être si proche d'un sosie de Kurusu fait monter sa propre température. Su essaye la même chose avec Kurusu, mais elle va trop loin et Kurusu manque de se noyer. Après cela, Meiru prend les rênes et apprend à Su à préparer un bain avec des herbes médicinales, mais cela prendra au moins une semaine. Elle passe donc à l'étape suivante. Mia prend le contrôle cette fois et prépare un remède pour lui. Mais comme les autres savent déjà qu'elle est nulle, elle demande à Meiro de le goûter. Meiro prend une bouchée et s'effondre immédiatement. Mais Mia est inconsciente de sa médiocrité. Heureusement, Su mange tout le plat avant qu'il n'atteigne Kurusu. C'est maintenant au tour de Poppy d'aider. Elle suggère que Kurusu dorme dans ses plumes pour se sentir au chaud, mais Mia devient jalouse et commence à masser avec ses seins. En voyant cela, Saria joue aussi son rôle en enfonçant le visage de Su dans ses énormes seins, et les filles commencent à se battre pour savoir qui réchauffera Kurusu. Fatigué de ces bêtises, Ragnarok les attache toutes, seulement pour voir que Su-Hu est déjà parti. Pendant ce temps, Su-Hu s'entraîne à tout ce qu'elle a appris sur Kurusu. Pensant que c'est quelqu'un d'autre, il entre dans le magasin, mais c'est en fait Papy qui utilise Su pour se transformer. Pendant ce temps, Kurusu regarde Smith jouer au jeu de la grue, puis lui demande de trouver un endroit privé. En entendant cela, Papy demande à Su d'appeler Mia, mais le téléphone tombe entre ses seins. Et alors qu'elle essaie de le sortir, tous les curieux de la zone se rassemblent pour la voir masser ses boules. Finalement, le téléphone glisse dans sa zone interdite et Su fait de son mieux pour le sortir. Mais au lieu de ça, elle finit par donner à Papy les meilleures 30 secondes de sa vie. Pour aggraver les choses, Saria appelle le téléphone, qui est en mode vibreur, et la suite n'est même pas convenable. Voyant la foule se rassembler, Smith décide d'aller ailleurs, dans un endroit plus calme. Il se dirige vers un café, et quand Kurusu vient acheter une glace, il trouve Mia et Siri près du camion. Il ne les reconnaît pas non plus, mais admet qu'elle lui semble familière, tandis que Mia et Siri poussent un soupir de soulagement, car le camion cachait leur bas. Elle prévoit de surveiller Kurusu et Smith, mais un tas de dégénérés les envahit pour commencer à s'occuper de leur pack de lait pendant qu'elles servent des glaces. Encore une fois, la foule énerve Smith, qui entraîne Kurusu ailleurs, ruinant le plan de Mia et Siri. Voyant cela, Mia essaye de les poursuivre, mais ses vêtements sont accrochés à Saria par l'intermédiaire de Su. Et une fois qu'ils se détachent, toute la foule fixe les crémeux de Saria. Pendant ce temps, Mia les suit à l'extérieur d'un hôtel et tombe sur Rachnira,
qui dit qu'elle les a suivis toute la journée et espionne les gens avec ses toiles d'araignée. Elle plaisante alors en disant que Kurusu doit être en train de s'amuser avec Smith et grimpe à la fenêtre pour voir. Mais Mia grimpe sur son dos pour l'arrêter car elle ne veut pas que ce soit vrai. Alors qu'elle commence à faire du bruit à l'extérieur de la fenêtre, quelqu'un les tire à l'intérieur de la chambre et elles sont surprises de voir Smith et Kurusu avec la force de sécurité demi-humaine. Quand elle demande ce qui se passe, Smith révèle que Kurusu a reçu une lettre de menace lui conseillant de ne pas épouser l'une d'elles. Alors, ils ont organisé un rendez-vous pour attirer le coupable. Cependant, comme le plan d'aujourd'hui n'a pas fonctionné, Smith leur demande de sortir avec Kurusu jusqu'à ce qu'ils résolvent ce problème. Le lendemain, Kurusu est en rendez-vous avec Mia, mais elle n'est pas contente car Mero doit aussi venir. Cependant, Mero lui assure qu'elle veut juste être une maîtresse et encourage Mia à sortir avec Kurusu. Juste à ce moment-là, Kurusu aperçoit Tionisia, servant de garde du corps secret, mais ce n'est pas si secret car elle mesure 2,40 m. Ensuite, il se dirige vers l'aquarium où les propriétaires accueillent Miro avec un tapis rouge, ce qui attire encore plus l'attention sur eux. Une fois à l'intérieur, Miro leur donne un pass premium et leur accorde même un moment seul pour qu'ils puissent se rapprocher. Mia et Kurusu passent ensuite quelques heures à faire le tour de l'aquarium et se sentent plus proches l'un de l'autre. À un moment, ils sont à 2 secondes de s'embrasser, mais Mero revient au pire moment pour ruiner le moment. Ensuite, Mero les emmène à l'auditorium où elle offre à tout le monde une performance époustouflante qui captive le cœur de Kurusu. En voyant cela, Mia devient jalouse et s'en va, pour tomber sur un autre demi-humain de type lézard. Comme il est un reptile comme Mia, il se lie sur le problème de chaleur, et le lézard lui offre même une boisson pour l'aider à se réchauffer. Il l'invite ensuite à sortir au soleil, et Mia accepte. Quand Tanisha informe Smith de cela, elle conclut que le coupable pourrait cibler les filles au lieu de Kurusu. Pendant ce temps, le gars lézard rame dans un bateau avec Mia, et quand il essaye de dénigrer Kurusu, Mia le défend rapidement et dit que c'est la faute de May Rose. Cependant, le gars lézard s'emporte, annonçant sa haine pour Kurusu et offrant même de l'éliminer si Mia lui permet de coucher avec elle. Il dit qu'ils sont pareils, donc ils devraient rester ensemble. Et tandis que Mia croit qu'il est un homme lézard, il se révèle être Draco, un descendant de dragons royaux. Mia réalise que c'est lui qui a envoyé cette lettre, mais Draco ne perd pas de temps à la plaquer au sol et à exposer ses seins. Juste à ce moment-là, il voit un Kurusu en colère se précipiter dans un bateau cygne. Et avant que Draco puisse réagir, Kurusu fonce avec le bateau sur lui et sauve Mia. Une fois hors de l'eau, il donne sa chemise à Mia pour la réchauffer. Et quand Draco arrive sur la rive, Kurusu lui demande d'enlever aussi sa chemise. Sinon, il va tomber malade. Étonnamment, Draco s'avère être une fille. Et elle dit qu'elle voulait juste un ami. Mia demande pourquoi elle a écrit cette lettre, mais Draco dit qu'elle n'a écrit aucune lettre avant de partir. Après cela, Kuru met un joli collier autour de Mio, qu'il a obtenu au magasin, et elle le serre joyeusement dans ses bras. Pendant ce temps, Draco se fait attraper par Smith. Mais comme elle n'a pas envoyé la lettre, la recherche du coupable continue. Le lendemain, c'est le tour de Papy d'aller en rendez-vous avec Kurusu, et elle amène Sue dans la forêt pour le soutenir. Quand Kurusu demande à Papy pourquoi elle a choisi cet endroit, elle dit qu'elle ne se souvient pas. Juste à ce moment-là, Zambina commence à grignoter le barbecue, alors Kurusu lui crie d'arrêter, car elle est censée se cacher et les protéger. Pendant qu'ils se disputent, un monstre géant de la taille du masseur bizarre de ta mère apparaît et commence à les frapper. Kurusu attrape rapidement Poppy et Sue et commence à courir. Mais l'arbre appelle Poppy et l'attrape. Alors Poppy se souvient enfin pourquoi elle a amené Kurusu ici. L'arbre étrangle aussi Kurusu, et comme Sue est le seul restant, il lui demande de courir chez elle et d'informer les autres. Juste à ce moment-là, l'arbre frappe Sue qui atterrit dans un conteneur d'engrais dangereux. Pendant ce temps, le monstre arbre se révèle être une dryade et déclare qu'elle déteste les humains. Kurusu est confuse car les dryades ne sont pas censées être si grandes. Mais quand elle commence à le serrer fort, Papy lui demande d'arrêter. Une fois qu'elle s'arrête, Poppy révèle que la dryade est en fait son amie nommée Ki et elle l'a rencontrée en fuyant Smith et la police. À l'époque, Ki était faible car elle n'avait ni terre ni eau, alors Poppy l'a amenée dans la forêt et l'a plantée près des arbres. Après ça, Poppy l'a oublié, et maintenant Ki est devenue énorme sans explication. Poppy assure alors à Ki que Kurusu n'est pas une mauvaise personne et lui demande de le laisser partir. Mais Ki dit qu'elle est ici à cause des humains et qu'elle les détestera quoi qu'il arrive. En entendant cela, Poppy pense que c'est de sa faute d'avoir oublié Ki et elle doit l'arrêter. Mais Ki la projette loin et Poppy atterrit au milieu du paradis des opiacés. Il s'avère que c'est Sue, de la taille d'un titan colossal. Et après avoir libéré Kurusu, elle révèle que Ki est devenue si grande parce qu'elle a ingéré l'engrais déversé illégalement.
Elle croit que Ki se calmera si on enlève l'engrais de son corps, mais juste à ce moment-là, Ki commence à frapper et Kuru et Poppy commencent à pendre des orbes planétaires dessous. D'une manière ou d'une autre, Poppy se retrouve sur Ki. Alors elle commence à lui presser le jus jusqu'à ce que Ki utilise ses branches pour la retenir. Poppy ne peut plus atteindre les jugs, alors elle demande à Kurusu de le faire à sa place. Alors Su l'amène plus près des Wagamama de Ki. Su distrait aussi Ki par la force, ce qui permet à Kurusu de faire un petit coup. Après cela, Ki revient à la normale, et Smith arrive pour l'appréhender. Cependant, Kurusu soutient que cela s'est produit parce que les humains déversent de l'engrais dans la forêt, donc la responsabilité ne devrait pas incomber à Ki. Smith lui assure qu'elle ne va pas punir Ki, ajoutant qu'elle n'est pas celle qui a écrit cette lettre, car elle ne sait même pas écrire. Elle permet aussi à Ki de vivre dans la forêt et promet de retirer les déchets, et Ki décide de rester ici parce qu'elle veut que Papy et Su viennent jouer avec elle. Le lendemain, Kurusu est en rendez-vous avec Smith, mais elle fait fuir quiconque essaye de s'approcher de lui. Quand il reçoit un appel, Saria pense que cela pourrait être le coupable et prend le téléphone, mais il s'avère que c'est Manako qui fait de la surveillance pour la journée. Saria demande s'il y a un danger à proximité, mais Manako lui dit qu'elle est le danger car elle attire trop l'attention. Cependant, Saria refuse de baisser sa garde, croyant que Kurusu peut être attaqué à tout moment. Kurusu lui demande au moins d'enlever son casque, et même quand elle le fait, elle reste féroce. En voyant cela, Manako espère qu'elles vont bien, mais elle est interrompue par une fille à capuche qui s'effraie en voyant qu'elle a un œil mono et s'enfuit. En réalité, la fille est une femme chauve-souris, et elle s'amuse juste avec Monaco. Et sa prochaine cible est Saria, qui est actuellement coincée dans une porte à cause de son dos massif. Comme elle ne peut pas entrer dans les magasins, Kurusu suggère qu'il traîne à l'extérieur, alors il l'emmène à un endroit de pique-nique. Là, Saria sort des sandwichs faits maison pour Kurusu, mais ils s'avèrent assez fades. Même alors, Kurusu fait semblant qu'ils sont bons, juste pour que Rachnara apparaisse et appelle Cap. Elle dit à Saria que ses sandwichs sont fades et que Kurusu est gentil, ce qui rend Saria triste. Elle dit que son espèce ne mange que des légumes, donc elle ne pouvait pas goûter la nourriture, et cela la rend si mal qu'elle s'en va pour se calmer. Alors qu'elle boude seule, la fille chauve-souris la trouve et lui demande ce qu'elle fait. Et Saria dit qu'elle se sent mal de ne rien faire de bien pour son maître. Juste au moment où elle baisse sa garde, la fille chauve-souris se jette sur elle et commence à hypnotiser Saria. Quelques minutes plus tard, Kurusu la cherche et la trouve dans la forêt. Mais en s'approchant, elle le plaque au sol et commence à jouer avec ses globes dorés. En panique, Kurusu essaye de la repousser, mais finit par avoir les mains sur elle, tandis que la fille chauve-souris observe avec un sourire, son plan fonctionne. Juste à ce moment-là, un sanglier en colère apparaît derrière elle, et en criant, l'hypnose se dissipe. Voyant le sanglier, Kurusu le rend aveugle avec sa chemise et le fait s'écraser contre un arbre, mais le sanglier se relève et se met à le poursuivre. Syria le fait tomber, et pendant que la fille chauve-souris s'enfuit, Syria pleure, disant qu'elle est inutile et qu'elle lui cause toujours des problèmes. Elle s'excuse de lui avoir fait défaut, mais Kurusu monte sur son dos et dit qu'il s'est foulé la cheville et a besoin d'un transport. Quand Syria hésite, il l'étreint soudainement et dit qu'elle est plus fiable qu'elle ne le pense, alors elle le ramène chez lui avec joie. Pendant ce temps, un policier trouve un sanglier attaché grâce à Rachnara, qui a aussi retenu la fille chauve-souris nommée Lilith. Cependant, Lilith commence à parler de la peur de Rachnara face aux humains, à cause de son apparence, espérant l'agacer. Cela se retourne contre elle, et Rachnara décide de montrer son côté étrange à Lilith. Cette nuit-là, Saria annonce qu'elle fera des salades à partir de maintenant. Et pendant que les autres protestent contre un régime végétalien, Mero est contente car elle est herbivore. Syria promet alors qu'elle sera plus utile à la maison et demande timidement à Kurusu de l'aider quand elle en a besoin. Pendant ce temps, Rakshniara emmène Lilith dans son repère, où elle joue avec elle jusqu'à ce qu'elle soit certaine que Lilith n'est pas derrière cette lettre menaçante. Le lendemain, Tio traîne Kurusu d'un magasin à l'autre, super excité d'être en rendez-vous avec lui. Alors qu'il se demande comment il en est arrivé là, il se souvient que Zambana lui a remis une autre lettre menaçante. Mais en la lisant, il réalise que c'est plutôt une lettre d'amour sinistre d'une personne délirante. Zambana exige alors qu'il les emmène toutes en rendez-vous. Mais quand il dit que Smith ne l'a pas informée, elle dit qu'elles en ont assez de jouer les gardes du corps et veulent aussi s'amuser. En voyant Zambina s'effondrer, Kurusu accepte de les emmener toutes en rendez-vous, seulement pour apprendre que Doppel ne voulait pas en faire partie et est parti. Plus tard, après que Tio l'ait traînée à travers la ville, elle s'arrête enfin dans un magasin de vêtements. Mais les articles ne lui vont pas, ce qui fait que ses globes débordent. En voyant cela, elle devient mal à l'aise et retourne dans la cabine d'essayage pour se changer,
mais ses vêtements se coincent. Elle supplie Kurusu de venir l'aider, et Bro se retrouve avec le visage coincé entre ses fesses. En attendant dehors, Tio se sent triste parce qu'elle ne peut pas porter de jupe ou de vêtements à la mode. En voyant cela, Kurusu propose de lui faire des vêtements, car il en a fait pour Mia et a beaucoup de pratique. En entendant cela, Tia sort en courant de la cabine et étreint Kurusu, lui coupant le souffle avec ses globes dorés. Cependant, elle devient rapidement mal à l'aise et retourne à l'intérieur. Plus tard, Zambina prend le relais et traîne Kurusu au cinéma. Regarder un film de zombies l'excite tellement qu'elle laisse tomber sa main de zombie en public. Kurusu l'emmène rapidement dans une librairie où il recoue sa main et Zamena se sent flatté car il n'est pas dégoûté par elle. Quand Kurusu dit qu'il la voit comme une fille normale, elle rougit et sort sa pêche pour lui montrer. Cependant, sa pêche se défait littéralement, alors elle force Kurusu à la recoudre. Quand il devient un peu trop tactile, elle commence à faire des bruits de dauphin, mais couvre cela en disant qu'elle est un zombie et ne ressent rien. Après cela, Kurusu rencontre Manako, mais elle est si timide qu'elle marche loin derrière lui. Quand Kurusu lui rappelle que c'est un rendez-vous et qu'elle devrait s'approcher, elle court frénétiquement et s'écrase contre un arbre. En tombant, il vient voir comment elle va, et elle dit que sa perception de la profondeur est mauvaise à cause de son œil unique. Elle lui demande alors timidement de l'emmener dans un endroit privé. Et le petit génie de Kurusu sort de la lampe, pensant qu'il va avoir des relations. En réalité, elle n'aime tout simplement pas les foules. Alors qu'il s'arrête pour boire, Monako se sent flattée par sa gentillesse, mais elle pense qu'il fait juste semblant. Monako est touchée, car il l'a traitée comme n'importe qui. En discutant des lettres mystérieuses, elle parle de la beauté de la deuxième, mais Doppel les surprend en avouant qu'elle a seulement envoyé la première. Pendant ce temps, Kurusu remarque une femme étrange au bord de la route et décide de l'aider. Une fois là-bas, tout le monde est choqué d'apprendre qu'elle n'a pas de tête, et Mia est si perturbée par son corps qu'elle finit alitée. Voulant aider, Kurusu part à la recherche de la tête manquante, et les autres se portent volontaires pour l'accompagner. Rakshara reste pour veiller sur la femme, pendant que les autres cherchent des indices. Après des heures de recherche, c'est Mia qui trouve enfin la tête. Cependant, elle a trop peur de s'en approcher, alors Kurusu la porte lui-même. Au moment où il la prend, la tête commence à parler. Elle se présente comme Dullahan, une faucheuse, et le remercie de s'occuper de son corps. Elle explique qu'une organisation mystérieuse la poursuit et que sans sa tête, elle ne peut pas utiliser ses pouvoirs. Elle demande donc à Kurusu de la réunir avec son corps. Alors qu'il porte sa tête, Dullahan commence soudain à faire des bruits joyeux et révèle que quelqu'un fait des choses étranges à son corps. La situation devient encore plus gênante lorsqu'un policier passe. Pour éviter les soupçons, Kurusu essaye de cacher la tête qui parle, mais la situation empire quand Sue arrive de l'autre côté. Le policier finit par l'attraper, mais Poppy et les autres arrivent juste à temps pour l'aider à sortir de l'embarras. Une fois tout le monde rentré chez soi et Dullahan installé, elle explique davantage sur elle. Elle appartient à une race de chevaliers sans tête qui apparaissent devant les gens au bord de la mort. Leur devoir est de guider les âmes vers l'au-delà, un peu comme des faucheuses. Elle révèle ensuite que la vraie raison pour laquelle elle est venue voir Kurusu, c'est qu'il va mourir très bientôt. En entendant cela, Kurusu est naturellement effrayée. Et quand elle dit qu'elle est venue pour récolter son âme, Rakshara l'attache avec des toiles et dit qu'elle ne laissera personne toucher son petit chéri. Même alors, Dullahan dit que Kurusu ne peut pas échapper à la mort. Alors Rakshara lui attache la bouche et dit aux autres d'emmener Kurusu. Immédiatement, Poppy attrape l'idiot et s'envole à toute vitesse. Mais après avoir senti le nez de Kurusu là où il ne devrait pas être, elle se déstabilise et s'écrase contre un panneau. Kurusu fait 7 tours en l'air avant de tomber dans le décolleté de Sue. Mais après avoir failli s'étouffer dans l'eau, les filles le rattrapent et réalisent que les choses empirent pour Kurusu. Il pourrait donc vraiment mourir. À cela, Saria dit qu'elle a déjà préparé une selle pour l'emmener loin de tout danger. Elle le force donc à monter sur elle et décolle, évitant une voiture qui fonce et s'imaginant vivre sa fantaisie amoureuse avec son maître. En imaginant tout cela, elle réalise soudain que Kurusu est tombé, et elle traîne son pauvre derrière sur la route. En s'arrêtant, Kurusu tombe face contre terre devant elle, et Saria s'insulte pour avoir fait de telles bêtises. Juste à ce moment-là, Dullahan apparaît derrière elle, et l'avertit de ne pas tricher avec la mort. Saria fait alors signe à Meiro d'emmener Kurusu pendant qu'elle se bat avec Dullahan. Meiro pousse alors Kurusu dans le canal en dessous, et après avoir failli se noyer, il parvient à rejoindre la rive. Là, Meiro dit que puisqu'il va mourir de toute façon, il devrait lui laisser quelque chose, comme un enfant qu'elle élèverait en sa mémoire, ce qui serait parfaitement tragique pour elle. À cela, Kurusu panique et essaie de s'enfuir,
mais elle devient folle et le tire sous l'eau où elle prévoit de le faire devenir père. Heureusement, Mia vient sauver son chéri et étrangle Meiro avec sa queue. Après l'avoir tiré hors de l'eau, elle voit qu'il est inconscient et réalise qu'elle devra lui faire du bouche à bouche. Mais juste à ce moment-là, Rakshara l'attache dans des toiles. Elle est rejointe par Dullahan, et Rakshara dit à Mia d'arrêter de résister et de laisser Kurosu mourir sans lui faire de mal. Se sentant vaincue, Mia demande à Dullahan de prendre aussi sa vie, disant combien c'est injuste que Dullahan soit juste venu aujourd'hui et essaye de lui prendre son chéri. Puisqu'elle ne peut pas le sauver, elle préfère être avec lui au paradis. Juste à ce moment-là, Kurosu se réveille et dit tranquillement qu'il ne va pas mourir car il a une armure narrative, tout en annonçant qu'il rentre chez lui et qu'il choisit une femme. Il marche vers la route, sans savoir qu'un camion l'attend. Malgré les avertissements de Mia, il s'engage sur la route. Juste à ce moment, le camion le percute. Mais c'est un camion jouet, et Kurosu prouve qu'il ne va pas mourir juste parce qu'un fou l'a dit. En rentrant, Smith les rejoint et confirme que Dollhand n'est pas un faucheur. Elle révèle qu'elle observe Kurosu depuis un moment, voyant qu'il est toujours dans des situations de vie ou de mort, mais s'en sort toujours. Elle pense qu'il va mourir bientôt, alors elle est là pour accélérer le processus. Maintenant effrayée par Smith, Lala se cache derrière Kurosu et lui demande de la laisser rester ici, sinon Smith la punira. Smith accepte immédiatement, et Kurosu n'a même pas son mot à dire. Quelques jours plus tard, Kurosu examine les factures et réalise qu'il est presque à sec à cause de tous ces demi-humains. En vérifiant le frigo, il le trouve vide, car Mia a tout utilisé pour faire de la nourriture immangeable. Il emmène donc Saria, Poppy, Sue et Meiro au quartier commerçant. En les voyant, les commerçants cachent rapidement la viande de volaille et de poisson pour ne pas offenser les filles. À cause de cela, il lui donne un de ces poissons de qualité supérieure gratuitement. Même lorsque Kurosu refuse, l'homme leur donne un sac plein de poissons gratuitement. En sortant du magasin, Kurosu voit Saria dans un magasin de légumes, et la dame lui offre un échantillon gratuit de ses carottes. Quand Saria prend une bouchée, elle crie de joie, car elle n'a jamais goûté de carottes aussi bonnes. La femme lui propose alors un gros lot à prix réduit, mais Kurosu s'excuse, disant qu'il est fauché. Au début, Ki refuse de laisser Kurosu ravager son chez-soi. Mais après que Sue ait aspiré le jus de ses melons, elle les laisse fouiller juste pour qu'elles s'arrêtent. Cependant, Sue peut manger et savoir lesquelles sont bonnes, donc Kurosu finit par en ramasser un bon nombre. Ensuite, il rentre chez lui avec Sue et il croise Draco. Après cela, Sue l'emmène dans des endroits qu'elle n'a jamais vus, et le soir, Kurosu rentre chez lui et met la table pour un bon repas. Cependant, il canalise rapidement son Gordon Ramsay intérieur et nourrit tout le monde. Mais à la fin, il se lamente car il n'a encore plus de nourriture. C'est tout pour cette vidéo. Laissez un pouce en l'air si vous avez aimé et abonnez-vous pour d'autres contenus similaires.